Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie une nouvelle fois de me retrouver ici pour ce rendez-vous annuel autour de l'écriture de l'animation et sur l'animation. Et je suis également ravie de me voir confier chaque année la présentation de l'étude de cas. Et non des moindres cette année. Alors, je dis ça tous les ans, mais j'y peux rien. Tous les projets sont bons. Donc, c'est normal que je les apprécie. Donc, l'étude de cas, vous l'avez compris, c'est celle d'un long métrage et d'un long métrage un peu particulier, vous allez le comprendre, puisque c'est un film qui présente aussi une technique que nous n'avons pas vue depuis longtemps sous son format long. À mes côtés, bien évidemment, une partie de l'équipe, comme vous le savez, elle est très nombreuse, mais on a voilà, plusieurs ambassadeurs, et notamment le premier d'entre eux qui est donc le réalisateur du Secret des Mésanges, Antoine Lancio. Donc Antoine Lancio qui est scénariste, dessinateur aussi, on ne l'oublie pas au départ, et réalisateur. Donc il a co-signé des scénarios voilà, à plusieurs reprises au sein de la société de production Folle Image, donc L'Enfant au grelot, La prophétie des grenouilles et encore Mia et le Migou. Il a aussi collaboré à la co-réalisation des 4 saisons de Léon, aux côtés de Pierre-Luc Grangeon. Pierre-Luc Grangeon qu'on ne présente plus, qui est aussi un grand animateur et réalisateur dont on va aussi discuter, puisqu'il est partie prenante sur le projet du Secret des Mésanges. Il a aussi co-signé voilà, quelques épisodes de la série Polo et de Vanille de Guillaume Laurin, également réalisé au sein de la société de production Folle Image, sans oublier Neige, un spécial télé co-réalisé avec Sophie Rose. Nous en reparlerons plus particulièrement. Je vous invite à retrouver dans le fascicule qui vous a été livré pour ces rencontres une biographie beaucoup plus détaillée. On va passer donc à Colline, à Sarah Sponga. Non, mais je vais suivre, je peux improviser. Donc, directrice de la photographie. Donc, Sarah, qui a travaillé, enfin, j'ai presque envie de dire, c'est un peu une figure incontournable quand même en tant que technicienne au sein de l'animation, qui a travaillé sur 2 longs métrages et plus d'une 50aine de courts métrages, avec cette particularité d'avoir travaillé sur des techniques très variées, ce qui, je pense, aura son importance, qui ne sera pas négligeable sur une production telle que celle du Secret des Mésanges, avec cette idée aussi de voilà, sortir des contraintes techniques et d'essayer de répondre au mieux aux envies des réalisateurs et réalisatrices, et puis d'essayer voilà, d'impulser une vraie évolution et de l'innovation dans ce travail en tant que directrice de la photo et chef opératrice. Je cite quand même quelques films auxquels tu as participé. Wardy, Interdit aux chiens et aux Italiens, qui sortira en janvier sur les écrans, allez-y. Beaucoup de films de l'École de la Poudrière et beaucoup de films de la société de production Folle Image, également Vanille et le magnifique Cœur fondant de Benoît Chuet. Voilà, on enchaîne donc, je pense là, avec Colline. Voilà. Alors, Colline Desclines, qui est avant tout illustratrice, en tout cas au début de ton parcours, pour la presse et pour l'édition jeunesse. Et puis très vite, tu vas te tourner sur des projets en papier découpé, plutôt à titre personnel, et puis arriver en tant que décoratrice sur d'autres projets, d'autres réalisateurs et réalisatrices, sur des séries animées. Et puis c'est là que commence la collaboration avec Folle Image, évidemment, et puis aussi le teaser de Verte qu'on attend de voir se concrétiser prochainement, adapté des romans de Marie Desplechin. Vanille aussi, qu'on retrouve là encore. Donc vous voyez qu'il y a des points communs entre ces différentes personnalités, vous le verrez de plus en plus. Et plus récemment, Opération Père Noël. Voilà. Et enfin, non des moindres, Corinne Détombe, donc directrice du développement chez Folle Image, arrivée au sein de cette société de production il y a quelques années, 2005-2004, c'est ça, voilà, pour pouvoir accompagner un ensemble de productions, séries, courts-métrages et longs-métrages sur des techniques très variées là aussi, ce qui t'a permis de rencontrer un certain nombre d'auteurs, d'autrices, de techniciens et de techniciennes qui vont un peu participer à ce qu'on peut appeler la galaxie et l'écurie Folle Image. Donc Folle Image qui a aussi la particularité d'avoir une ligne éditoriale très forte, cette particularité aussi de travailler sur un ensemble de techniques très artisanales, mais toujours au regard des évolutions technologiques. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une empreinte très importante de cette société de production sur le paysage français dans la filière de l'animation, et puis notamment sur la question du papier découpé. Mais je vais te laisser en parler plus précisément. Bonjour à tous, merci d'être restés donc. Alors, juste, on va passer un peu vite sur Folle Image pour rappeler un petit peu ce que l'on a fait. Donc en haut, long métrage et spéciaux. Il y a certains membres d'équipe, réalisateurs et techniciens qui sont dans la salle, qui ont participé à tout ça. Des formats courts, des séries, toujours une diversité dans les formats, mais toujours une exigence, un travail d'auteur et l'envie d'aller vers des univers singuliers et des techniques particulières.
Voilà, 5 longs métrages, 30 programmes, 95 courts, 20 programmes de longs métrages, de courts métrages. En réalité, Folimage existe depuis plus de 40 ans, donc c'est vrai qu'on a un certain nombre de productions. Et puis, comme tu dis, une écurie, je ne sais pas si on dit une écurie, mais plein d'auteurs qu'on a accompagnés, et de techniciens qu'on a accompagnés dans leur parcours et aussi au long de leur vie, dont on connaît la famille et tout, ça crée des liens. Et ensuite ici, vite, je fais un peu vite fait un line-up. Donc on produit des choses assez particulières, donc Verte, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un long métrage. Ensuite, à côté, il y a l'Étrange Collection, qui est une collection de films courts d'après la littérature horrifique. En dessous, on a Ariol, on a Le Voyage immobile d'Isutro 1. À côté, on a un 26 minutes en marionnette animée de Augusto Zanovello. En dessous, on a cette photo ce dessin de l'oiseau avec un petit garçon, c'est notre résidence, puisque chaque année, on accueille une résidente chez nous pendant 1 an. Et en dessous, Anouki, qui est une série qu'on a pitchée au Cartoon Forum il n'y a pas si longtemps. À côté, Mère Anonyme, qui devrait bientôt sortir sur Arte. Ensuite, un court-métrage Next. Et enfin, en dernier, le prochain projet d'Anna Chubinidze, qui est une ancienne résidente et qu'on accompagne, qui habite en Géorgie et qu'on accompagne depuis pas mal d'années. Voilà. Donc une diversité de formats et puis en même temps de techniques et de graphisme. Alors, le papier découpé à Folimage, mais en fait, le papier découpé à Folimage, il faut que vous sachiez qu'Antoine, c'est une sorte de mémoire de Folimage, parce qu'il y est depuis très longtemps. Quand on a préparé ce débat, je lui ai dit, depuis quand il y a du papier découpé à Folimage? Et il m'a répondu, depuis que tu es là. Ce que je ne savais pas, parce que je crois que Jacques Rémy, c'était pas sa tasse de thé, le papier découpé. C'était pas son truc, voilà. Donc, j'ai initié ça, et je suis très contente, sans le savoir. Avec le vélo de l'éléphant de Lucia Choukina, et puis ensuite un certain nombre de projets. En dessous, c'est le renard minuscule, c'était une résidence. On vous montre quelques petits à côté du papier découpé, parce que le petit bonhomme de poche, donc résidence. En dessous, la petite marchande d'allumettes, qui était une coproduction avec Nadasdi Film, un film suisse. Et puis le refuge de l'écureuil de Shaitan Conversa, qui a aussi fait Petite Pousse, et puis Neige, où tout a changé dans notre vie. C'est Neige, parce qu'Antoine, c'était son 26 minutes en papier découpé. Et on a décidé de continuer ensemble. Ouais. Bonsoir. Moi, ce que je voulais rajouter, là, ce qu'on vient de voir sur les productions de courts-métrages en papier découpé, c'est qu'il y en a eu à peu près 6 ou 7 qui ont été faits à Folimage. Et toutes les personnes qui travaillent sur Le Secret des Mésanges, une grande majorité, ont travaillé sur ces courts-métrages. Donc c'est aussi ce savoir-faire qui s'est aussi acquis au fur et à mesure des productions. On a ajusté l'outil, on a trouvé de... Oui, à chaque film, il y a eu des tentatives, des expériences heureuses, malheureuses, mais c'est aussi une expérience qui s'est affinée. On va parler des heureuses, les malheureuses. On va parler des heureuses. Et on va voir, c'est maintenant qu'on va voir le teaser. Donc voilà, donc là l'idée c'est bien évidemment, vous l'avez compris, de parler du secret des mésanges. Avec pourquoi est-ce qu'il y a une petite introduction sur le papier découpé, c'est aussi il faut reprendre le contexte plus global, c'est que c'est une technique qui est très utilisée, en tout cas assez régulièrement utilisée dans son format court métrage, mais très rarement dans son format long métrage, parce que c'est une technique qui fait partie de la grande famille de l'animation en volume, puisque c'est aussi de la fabrication et du tournage. Et là, je pense que Sarah Sponga va nous en parler d'autant mieux. Et puis voilà, quand on cite des références de longs métrages en papier découpé, on a tout de suite Les Aventures du Prince Ahmed, qui date quand même de 1926. On a aussi la planète sauvage de René Laloux, 1973. Et puis après, on passe directement... Michel Oslo. Et Michel Oslo, c'est ce que j'allais dire, mais en court métrage, pas en long métrage. Donc elle est là. C'est quand même un point assez important sur l'ambition et ce que représente aussi le projet du Secret des Mésanges, qui, vous allez voir un film qui va vous être présenté, un film d'aventure, pour du jeune public avec beaucoup d'émotions. Enfin, moi, personnellement, ça a été un vrai coup de cœur et je suis ravie de le présenter pour ça. Mais j'en dis peut-être un peu trop, donc on peut lancer le teaser. Est-ce que tu veux l'introduire, le teaser? Alors, le teaser a été réalisé, il est très court, il dure 1 minute, ça a été réalisé en 2019, présenté au Cartoon Movie. Donc c'est tourné fin 2018, présenté en 2019 au Cartoon Movie, voilà. Et donc... Allons-y. Il a évolué. Enfin, vous verrez que le graphisme, il y a un certain nombre de choses qui ont depuis a beaucoup évolué. On va en reparler.
Merci. Ça nous a aussi servi de laboratoire, en fait, technique, artistique. J'imagine, il y a un gros enjeu, mais ça, Corinne nous en reparlera. Alors Antoine, tu peux nous parler justement de ce projet du Secret des Mésanges, de sa genèse ? Le Secret des Mésanges, c'est un projet qui est né il y a à peu près une dizaine d'années dans ma tête, à la suite de Neige. Enfin, il était déjà en gestation en fait quand on a réalisé Neige. Neige qui était un spécial télé, donc 26 minutes, qui en réalité il a fait 28 minutes. Et en fait, ce projet est né d'une envie de raconter une histoire qui se passe à la campagne. Ça faisait très longtemps que j'avais ce désir de raconter une histoire. C'est d'abord les paysages en fait qui ont inspiré l'histoire. Et l'envie de raconter une histoire qui se passe dans une ferme. Alors, souvent, quand je travaille, en fait, ça vient comme ça de façon très intuitive. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un moment où j'analyse, où j'essaye d'analyser pourquoi je veux raconter une histoire qui se passe à la campagne, pourquoi je veux raconter une histoire qui se passe dans une ferme. Et j'essaye de... Forcément, en fait, dans mon processus de travail, je raccroche ça à mon enfance, des souvenirs d'enfance. Et j'essaye, après analyse, d'explorer aussi qu'est-ce qui, dans mon enfance, fait écho avec ces envies de campagne et de ferme, etc. Et ça m'amène, en fait, directement à des histoires de famille. Donc, Le Secret de Mésanges, c'est comme son titre l'indique, c'est une histoire de secret de famille, en fait. Avec une idée qui était déjà apparue dans mon parcours sur l'automne de Pougne. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont vu ce film, l'automne de Pougne. Au tout début du film, il y a un éléphant qui s'appelle Hannibal qui est en train d'enterrer un poisson. Et en fait, il a adopté le bébé de ce poisson. Et quand j'avais écrit cette histoire, je m'étais dit, tiens, ça serait vraiment intéressant qu'à ce moment-là, dans cette scène, au moment où ils enterrent la maman poisson, qu'ils découvrent un trésor. Et avec Pierre-Luc, on a développé le scénario. Puis en fait, cette idée, on n'a pas pu la suivre. Mais moi, j'étais un peu frustré de ne pas avoir suivi cette idée. Et cette idée est restée vraiment ancrée. Donc j'ai continué à chercher. Et en même temps analyser pourquoi j'avais cette idée et pourquoi cette idée est restée accrochée autant dans mes histoires. Des histoires pas de poissons, des histoires d'adoption et des histoires d'abandon. C'est une thématique que moi je poursuis à travers mon travail depuis pas mal d'années maintenant, et ça a commencé, je dirais, dès l'enfant en grelot et puis après la prophétie, et après de façon très évidente sur les 4 saisons de Léon. Qui était vraiment la thématique centrale. Et donc c'est cette thématique en fait qui est reliée à mon histoire personnelle et familiale, tout simplement. Enfin simplement. Donc moi, quand j'étais enfant, j'ai cherché à connaître l'identité de ma mère, en fait, qui elle-même avait été abandonnée. Et cette idée-là, en fait, elle me poursuit dans l'écriture tout le temps. C'est-à-dire je pense que je suis devenu scénariste pour raconter des histoires, les histoires qui me manquent, en fait, qui m'ont manqué, une histoire familiale. Et donc, dans Le Secret des Mésanges, j'ai raccroché un petit peu tous ces morceaux, ce qu'on fait souvent quand on écrit des scénarios. S'il y a des scénaristes dans la salle, en fait, on savent très bien que les histoires, elles ne sont jamais uniques, elles sont nourries de plusieurs histoires. Et là, c'était exactement le cas. Donc, il y avait la ferme, il y avait la campagne, et il y avait cette recherche d'identité généalogique, en fait. Cette
recherche généalogique, en fait, dans ce paysage, j'ai essayé de chercher comment raconter ça dans un paysage. Et c'est en me baladant dans la campagne environnante que j'ai trouvé un petit peu les réponses. Mais ça, on va voir peut-être par la suite. Donc je perds peut-être un peu le fil, il faut m'aider si vous n'arrivez pas trop à suivre. Mais l'histoire, rapidement, du Secret des Mésanges, c'est l'histoire de cette petite fille qu'on voit. Alors c'est un dessin assez... Voilà, là on voit ce personnage de Lucie avec un petit peu l'évolution graphique à travers les années, puisque c'est un projet qui est né, je dirais, en 2014. Oui. Et cette petite fille, Lucie, en fait, va rejoindre sa maman, qui est archéologue, et qui travaille sur un chantier de fouilles en pleine campagne, dans des ruines d'un château médiéval. Et il se trouve que sa maman, qui est archéologue, donc, est originaire de cette région. Et en fait, j'ai eu cette idée quand j'ai découvert un ensemble de tours en ruine dans la région où j'habite. Et à partir de là, en fait, j'ai recollé les morceaux. C'est-à-dire, j'avais le château en ruine, j'avais la ferme où les archéologues pouvaient loger, j'avais ce paysage. Et petit à petit, l'histoire est apparue comme ça. Donc, j'ai tiré le fil et j'ai commencé à, comme par exemple là, j'ai commencé à tracer un arbre généalogique. Et ce que j'avais fait, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce que j'avais fait quand j'étais moi-même enfant. C'est-à-dire, j'avais commencé à dessiner l'arbre généalogique de ma famille et j'avais donc tracé du côté paternel, donc je suis allé très très loin, alors que j'étais préadolescent, j'ai envie de dire. Ce que les préadolescents ne font pas en général, ils ne font pas des arbres généalogiques comme loisir, mais moi c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'avais toute une branche qui était vide. Voilà. Alors je suis allé à la recherche, j'ai essayé de chercher les origines de ma mère, et réellement ça a été une aventure en fait, parce que j'ai découvert des choses, je me suis beaucoup bougé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, donc il fallait se déplacer physiquement, il fallait envoyer des courriers, il fallait rencontrer des gens, il fallait questionner, donc j'ai mené une enquête. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans Le Secret des Mésanges, c'est-à-dire c'est un film qui vraiment est axé non pas sur la mère de Lucie, mais sur Lucie elle-même, sur cette démarche, cet engagement qu'elle a psychologique et physique dans un paysage pour aller à la quête de ses origines. Alors bien sûr, tout ça c'est écrit, c'est romancé, et j'en ai fait un film d'aventure, comme disait Sabine, avec des émotions, avec des péripéties, et tout ça à hauteur d'enfant, parce que c'est là où moi je suis resté bloqué en fait, dans mes histoires. Et c'est ce que je pense savoir mieux faire, en tout cas dans mon travail, c'est raconter, restituer des sensations, des émotions que j'ai vécues de façon très très forte, et dont j'ai tiré des clés, des réponses qui m'ont aidé après à grandir, et qui m'ont amené vers ce métier aussi. Voilà, tout est un peu lié en fait. Ce qui est intéressant aussi avec le synopsis en fait, du Secret des Mésanges, c'est de voir que c'est un film qui est dans son écriture en fait, à plusieurs lectures, à plusieurs couches. Mais on verra que cette question de strate, elle est très importante, y compris dans le choix de la technique, mais on va en reparler. Avec cette question de la quête personnelle, la quête familiale, et puis de la quête au sens la quête aventure, rechercher le Graal, le trésor, etc. Et c'est ça qui est intéressant sur ce récit d'aventure qui s'adresse à un jeune public, mais je fais une parenthèse, un bon film, qu'il soit jeune public ou pas, est un bon film tout court. Donc je le reprécise parce que souvent on a l'air de minorer un peu ce que peut être toute la valeur d'un film qui s'adresse à un jeune public. Je ferme la parenthèse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en termes d'écriture, il y a vraiment ce jeu-là, des allers-retours en tout cas, entre le personnage de Lucie, sa quête plutôt familiale, et puis il y a la quête de ce chantier archéologique aussi qui est assez fort, puisqu'en plus il y a une empreinte en tout cas du film et une volonté en tout cas de vraisemblance, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites aussi. Tu parlais notamment de la ruralité, de la tour, etc. Alors, je ne sais pas si on peut montrer les images après, et le village en l'occurrence. Oui, donc cette histoire, forcément, et moi c'est un peu aussi comme ça que je procède dans mon travail, c'est-à-dire je reste, dans un premier temps, j'ancre mon histoire dans le réel. Et donc c'est d'abord des rencontres, des promenades, des balades, des photos. C'est
ce que vous pouvez voir là, des croquis, ça c'est vraiment des choses qui ont été faites très en amont du projet, au moment où je laissais développer cette histoire dans ma tête. J'essayais de camper en fait la toile de fond du projet. Là on voit des fermes, c'est des choses qui sont comme ça dans la proximité de l'endroit où j'habite. Et il y a des tours en ruine, et particulièrement celle-ci. Et quand on imagine, enfin moi quand je travaille, quand j'ai une thématique comme ça qui m'arrive en toile de fond, là c'est en l'occurrence c'est une ferme et c'est l'archéologie. Donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir des agriculteurs, c'est d'aller voir des archéologues, c'est de les questionner sur leur métier, sur leur vie, sur leurs vêtements, sur leurs petites habitudes, sur plein de choses en fait. Et c'est des choses qui viennent nourrir mon écriture, et puis aussi l'écriture visuelle, graphique et sonore, dans le travail du son et des voix par la suite. Parce que moi je picore en fait, je vais picorer des dialogues, je vais picorer des intonations, des sonorités, des choses comme ça. Ça c'est des dessins que alors je les ai mis dans le diaporama parce que c'est des dessins que j'ai fait ici à Fontevraud lors d'une résidence d'écriture il y a plusieurs années, dans les sous-sols de l'abbaye. Donc c'est un petit clin d'œil, voilà. Et ces dessins en fait ont servi dans le film. Voilà, vous verrez quand vous verrez le film. Voilà, des croquis d'animaux. À vrai dire, ce ne sont pas vraiment des recherches graphiques. Ce que vous voyez, ce sont vraiment des choses qui viennent nourrir mon inspiration pour la narration, pour l'écriture. Oui, parce que les animaux ont aussi leur importance dans le film. Oui, les animaux ont leur importance dans le film, dans même les précédents films, et puis je dirais même dans ma vie. En fait, c'est vraiment, je leur attribue beaucoup un rôle merveilleux. Merveilleux dans le sens fantastique, mais merveilleux du terme. En fait, ils sont vraiment des passeurs en fait qui accompagnent les personnages enfants. Dans le glissement justement du réalisme, du réel, vers le merveilleux. Donc ça, c'est un travail maintenant qui est assez ancré en moi dans ce... J'ai fait aussi une période aussi dans mon parcours où je me suis beaucoup intéressé aux contes traditionnels, et ça m'a permis de rencontrer des conteurs avec qui je continue de travailler d'ailleurs. On verra après, et puis d'explorer aussi cette narration du conte. Et dans les contes, les animaux occupent une place toute particulière, et c'est cette place que je leur attribue dans mes histoires. Et les oiseaux, en particulier, les oiseaux ont souvent dans les contes traditionnels le rôle d'observateur, et puis aussi ils ont toujours une petite longueur d'avance sur les personnages. Ils savent des choses, les oiseaux en particulier dans les contes traditionnels savent des choses que les humains ne savent pas, ou ne savent pas encore. Et c'est pour ça que j'ai choisi les mésanges. Ouais. Entre autres. Mais il y a beaucoup d'autres animaux dans le film, hein. Les mésanges, c'est vraiment les passeurs. Mais... Et tu parlais aussi d'ancrer le récit dans la réalité, parce qu'on est sur une époque contemporaine, hein. Il y a des ordinateurs, oui, des téléphones portables. Oui. On a aussi ce jeu avec le merveilleux, ça c'est intéressant. On est dans cette campagne, et il y a aussi cette question de la vraisemblance. Je pense que ça va changer par rapport au teaser, j'imagine, mais il y a quand même un souci du détail qui est quand même assez important. On va en reparler après sur les décors et sur les accessoires. Et ça se sent en fait, qu'il y a cette question-là de la réalité qui est assez prégnante. Oui, en fait ça m'intéresse parce que toujours dans cette même logique d'ancrer en fait mon récit. J'ai besoin d'ancrer l'histoire dans le présent, dans le contemporain, et je le fais en fait parce que intuitivement en fait parce que je sens que le glissement vers le merveilleux est d'autant plus fort, j'ai envie de dire, en partant du présent, du réel, de maintenant. Donc j'avais envie, comme dans les autres histoires, que cette histoire se passe aujourd'hui. Et même plus loin encore que ça, j'avais aussi envie que l'on raconte l'histoire avec Pierre-Luc de manière linéaire. C'est-à-dire
avec cette contrainte d'écriture, de suivre le personnage principal qui est Lucie et de découvrir les événements et les choses avec elle, tout le temps, au présent. C'est-à-dire de ne pas revenir en arrière. On s'interdisait les flashbacks, on s'interdisait les montages parallèles, on s'interdisait... en gros, c'est surtout ça, en fait. Mais donc c'est un récit complètement linéaire. Et ça a été la grosse difficulté du travail d'écriture. Et c'est là où Pierre-Luc est intervenu, à ce moment-là. C'est-à-dire... et des fois, on s'est pris la tête, hein, vraiment, parce que c'était vraiment compliqué de faire une enquête, parce que c'est un peu une enquête rurale, sans avoir l'autorisation d'aller voir ce qui se passe à côté, de faire des flashbacks et des montages parallèles. Donc de dérouler le fil comme on déroule une pelote, quoi, en fait. Et ça, on a réussi à le faire, mais ça a été un travail très très long d'écriture. Et comme on n'était pas pressé, on a pris le temps de le faire. Parallèlement, là on vous montre aussi des carnets de croquis, des croquis que j'ai réalisés aussi parallèlement à l'écriture. Et là on voit déjà que le réalisme, je commence à l'abandonner. Je ne sais pas si on voit bien sur ces photos-là, mais en tout cas, petit à petit, en fait, mon dessin se stylise. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et peut-être on peut passer les dessins suivants, même si là encore c'est très réaliste sur certains croquis. Donc là, il y en a plein le carnet, et des dessins comme ça, qui sont en fait déjà des illustrations en fait, de l'histoire. Ces dessins ont servi ensuite pour le storyboard, et puis ils servent encore parce qu'on les consulte régulièrement. Même les décorateurs, des fois, ils vont piocher des choses dedans. Et voilà l'équipe des auteurs. Tu as commencé à parler de Pierre-Luc Grangeon, donc co-scénariste, avec qui tu as déjà collaboré depuis... Oui, alors Pierre-Luc et moi, on s'est rencontrés sur l'Hiver de Léon. Je ne sais pas en quelle année c'était, l'Hiver de Léon, c'était 2003, peut-être 6, je ne sais plus. Et on s'est rencontrés autour de ce projet parce que moi, j'avais ce scénario et c'était un film qui était... j'avais un scénario et un producteur qui était Pascal Lenôtre à Folimage, qui lui produisait principalement des films en marionnettes. Mais l'Hiver de Léon, au tout départ, c'était un projet que j'avais imaginé en papier découpé, mais que je n'avais pas réussi à développer et à financer. Donc ça a été la marionnette, et moi la marionnette, j'y connaissais absolument rien. Alors depuis, j'ai un peu plus fait mes armes, mais à ce moment-là, j'y connaissais rien. Mais par contre, j'avais vu les films de Pierre-Luc, et j'ai trouvé ça magnifique, et ça résonnait aussi très fort avec mon univers narratif. Et quand Pascal m'a demandé si je pouvais confier la réalisation à quelqu'un, naturellement j'ai pensé à Pierre-Luc, j'ai cité Pierre-Luc, et on s'est rencontrés à cette occasion. Et ça a été le début d'une collaboration qui a duré et qui dure encore, et qui va durer, j'espère. Mais on a poursuivi l'Hiver de Léon, on a fait les 4 saisons ensemble. Et en échange, j'ai proposé à Pierre-Luc de co-écrire avec moi. Et lui m'a proposé de co-réaliser. Donc voilà, on a fait un peu ce ping-pong. Et puis après, on a continué à travailler sur tous les projets, que ce soit à Folimage, mais en dehors de Folimage aussi. Voilà. Et après, on a aussi, lui et moi, des projets autres. Pierre-Luc travaille sur d'autres projets et moi aussi. Donc, et on se retrouve. Et comme on va le voir, comme on va le dire, on se retrouve... pas que nous deux, en fait. Il y a d'autres personnes qu'on retrouve, comme, si on peut revenir la photo en arrière, donc il y a Sophie Rose. Peut-être que je ne présente pas Sophie Rose, mais vous connaissez cette réalisatrice, illustratrice, qui en ce moment est en train de réaliser un court-métrage non, qu'est-ce que je dis ? Un 26 minutes chez JPL Film à Rennes. Donc vous voyez une image à gauche, ça c'est une image de recherche graphique, je crois, qui s'appelle Une guitare à la mer. Une guitare à la mer. Il y a Les escargots de Joseph, L'oiseau cachalot, qui était un film en papier découpé. Voilà, Sophie et moi, on s'est rencontrés autour de Neige. Et c'est Sophie qui a développé les lunaires graphiques des pantins de neige. Et j'ai souhaité partager avec elle la réalisation parce que son implication était tellement grande sur le film. Et puis elle y mettait tellement d'énergie que voilà, j'avais envie de partager aussi cette aventure. Donc là, sur Le Secret des Mésanges, elle s'occupe aussi de la création des personnages. Voilà, c'est elle qui a développé tout l'univers graphique des personnages. Et Samuel Ribéron,
qui est illustrateur, mais aussi il a la double casquette d'être à la fois dans l'édition jeunesse. D'ailleurs, il est même plus connu dans l'édition jeunesse que dans l'animation, mais en fait, il connaît l'animation depuis très longtemps parce qu'il a exercé cette activité autant que celle d'illustrateur. Et là, il aurait dû être là ce soir, mais il était invité dans un festival jeunesse pour recevoir un prix d'ailleurs. Et bientôt, là, le 23 novembre, il y a un film qui sort en salle, Opération Père Noël, dont il est l'auteur graphique. Mais Samuel est aussi chef décorateur sur de nombreux films, sur les 4 saisons de Léon, sur Neige, et puis là, sur Le Secret des Mésanges. Voilà, il est très impliqué sur le projet. Dans la continuité de ce travail d'écriture, on a fait, Pierre-Luc et moi, une résidence à Cyclique. Je cherche après l'année exacte, mais c'était en 2019, où Pierre-Luc et moi, en fait, on est venus... donc on avait fini le scénario, on avait fini le travail d'écriture, enfin fini, on n'a jamais fini en réalité, mais on avait bien avancé le projet, et on est venu faire cette résidence pendant 2 mois, avec comme projet de développer la mise en scène. En fait, c'est un peu aussi dans le processus, c'est-à-dire dessiner les lieux où se passe l'action, commencer à dessiner les lieux où se passe l'action, donc dessiner chaque lieu, comme on a fait là, comme vous voyez en bas là, et de le faire à partir du réel, hein, c'est-à-dire encore une fois à partir de photos, mais aussi des fois à partir de visites. Là, en l'occurrence, sur ces photos-là, vous voyez c'est des fermes qu'on est allé visiter dans le pays vendômois. Donc on a pris notre téléphone et on a appelé des fermes, accueil paysan, agriculteurs bio, et tout de suite on est accueillis à bras ouverts. Et donc on a fait des photos, on a fait des dessins, on a fait des plans, et on a fait ça pendant 2 mois. Et de ce travail, donc là vous voyez des dessins faits à partir de ces recherches. Donc on était entouré de photos, vous avez vu sur la photo tout à l'heure, on s'entoure, on accroche les dessins autour de nous, et encore une fois on utilise jusqu'au bout, on essaye d'utiliser le papier, c'est-à-dire d'être dans un rapport, on en parle souvent, mais dans un rapport engagé physiquement dans le dessin, c'est-à-dire on met l'ordinateur de côté et on dessine sur du papier, dans des carnets, même sur du papier machine, on en fait plein, et on va même jusqu'au storyboard dans ce travail. En fait, ça nous permet aussi de dessiner côte à côte. Là, c'est un extrait de ce pré-découpage du storyboard qu'on a fait à Cyclique. Donc c'est une phase qui précède la phase du storyboard, c'est-à-dire on définit clairement la mise en scène, et ça on le fait ensemble, on a toujours travaillé comme ça lui et moi, c'est-à-dire on s'assoit côte à côte, on a le scénario et on dessine la même séquence, on met en scène par des dessins très rapides, on essaie d'aller le plus vite possible, on dessine la séquence, et après on regarde ce que l'un et l'autre, c'est comme un jeu en fait, on regarde ce que l'un et l'autre a fait. Et étonnamment, très très souvent, on a des points communs, on a des dessins qui sont les mêmes, en fait. Ça, c'est assez troublant. Mais il y a aussi des choses qui sont divergentes, et ça, c'est intéressant, parce que du coup, on peut discuter, et on peut argumenter, c'est-à-dire chacun va argumenter son point de vue, sa position, et des fois, alors on découpe ces petits dessins que vous voyez là, on les découpe, on les scotche, donc on voit un peu, c'est déjà du papier découpé, c'est-à-dire on commence déjà à découper, et on scotche, et on fait des choix, comme ça. Et on essaye d'aller très vite pour essayer d'être aussi dans une écriture, encore. On est toujours dans l'écriture. Et on ne s'attarde pas sur le dessin, on s'attarde sur ce que le dessin raconte. Ouais. Sachant que dès le départ, le projet était de faire ce film en papier découpé. Oui, dès le départ. Ah. Non ? Ah, d'accord. Les spots nous donnent beaucoup de chaleur. Oui, sur la technique du papier découpé, dès le départ, c'était déjà un choix de ta part, presque une évidence en fait. Alors c'était une évidence parce que déjà il y avait aussi, il y avait pour plusieurs raisons. Il y avait la raison déjà de prolonger le travail d'équipe qu'on avait amorcé avec Neige et avec les autres courts-métrages qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait aussi l'idée... techniquement, artistiquement, moi, le papier découpé m'intéresse beaucoup.
Je suis toujours très sensible au film en papier découpé, je l'ai toujours été. Et l'autre chose aussi, c'est que le papier découpé me met en danger. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que, en fait, moi, je suis dessinateur et j'aurais... C'est beaucoup plus facile pour moi de dessiner. D'ailleurs, je le vois quand je regarde mes carnets de croquis, je suis plus à l'aise. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué comme storyboarder, comme animateur. Et donc, naturellement, ça serait tellement plus simple pour moi, pas forcément plus facile, mais plus simple de faire un film en dessin animé, en 2D, ou même en marionnette, puisque j'ai un peu... Mais le papier découpé me met en danger, et j'essaye aussi de comprendre pourquoi, et en fait, c'est des choses qui sont très ancrées dans mon enfance. Donc j'ai trouvé aussi des résonances dans cette technique, qui est en fait une technique que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais petit, très longtemps. Je découpais, je collais, et j'ai commencé à faire des images en papier découpé. Et je me suis dit que si je dois me raconter, bien sûr cette histoire c'est pas mon histoire, hein, c'est l'histoire de Lucie, c'est une histoire fantasmée à partir de mon histoire. Et d'ailleurs c'est une fille, moi je suis un garçon, vous avez compris, donc c'est pas moi que je raconte, c'est l'histoire de Lucie, mais en tout cas c'est une histoire fantasmée, et je le fais avec une technique qui est celle de mon enfance, c'est-à-dire c'est la technique qui résonne pour moi la mieux avec cette histoire qui s'inspire de mon histoire d'enfance. Donc c'est pour cette raison en fait. Et ça, moi je peux pas le faire tout seul, parce que papier découpé c'est un travail colossal. Comme tout film d'animation d'ailleurs, hein, pas plus le papier découpé que la 2D ou la marionnette, mais ça demande aussi des compétences autres, des compétences que j'ai pas, et donc c'est aussi pour ça que ce projet il est né aussi dans le prolongement de Neige ou de Peinture fraîche qu'on avait fait entre Neige et Le secret des mésanges, c'est-à-dire réunir plusieurs auteurs ou techniciens, des gens qui ont cette sensibilité au papier découpé, à cette technique de l'animation, même Sarah par exemple, et qui ont une sensibilité et qui ont envie de partager un projet comme celui-là. Donc on met tous ensemble nos compétences, notre savoir-faire, et on essaie d'être ensemble au service d'un projet, d'une histoire. Oui, on va en parler du reste de l'équipe, puisqu'on a parlé là des auteurs, mais il y a aussi justement toute l'équipe de techniciens. Là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des premières recherches sur les mésanges. Là, il y a tous les styles, là. C'est le grand écart. Et le chien aussi. Alors, il y a un chien dans cette histoire qui a aussi un rôle très important, qui s'appelle Mandrin. C'est un chien que j'ai connu, qu'on voit là en haut à gauche. C'était un berger picard, je crois. Et Mandrin, il est devenu ce que vous voyez en bas à droite. à force de discussion, de recherche, de dessin. Et ça, c'est un exemple, en fait, un raccourci de tout ce travail d'évolution graphique, de recherche, et ce qu'on a appliqué à tous les personnages. Et ce qu'on voit ici sur le personnage de Mandrin, c'est cet aspect comique, puisque il génère beaucoup de situations comiques dans le récit. Les animaux, et aussi certains personnages dans l'histoire, en fait, amènent énormément de fraîcheur, d'humour, de légèreté à une histoire qui est, si on la prend au premier abord, si on la dissocie de tout ça, de ce contexte, c'est une histoire qui peut être très plombante, parce que l'histoire de famille, avec un secret, avec une histoire d'abandon, ça peut faire peur. Mais heureusement, en fait, c'est toute cette compagnie qui entoure le personnage de Lucie, qui vont permettre de rendre cette histoire beaucoup plus légère et beaucoup plus accessible aussi, dans l'humour, dans des gags, dans l'aventure. Et les animaux ont ce rôle-là. Et puis le chien particulièrement, lui, c'est le compagnon de Lucie. C'est pas le chien de Lucie dans l'histoire, mais c'est son compagnon. Il l'accompagne un peu partout. Il la protège. Et ça fait du bien d'être protégé par un chien comme ça. Ce qui a été le cas aussi dans mon histoire, puisque j'ai connu Mandrin et il m'a aussi pas mal accompagné. Et là, on voit des photos de l'équipe, une partie de l'équipe, les auteurs, une partie des auteurs en haut à gauche. Samuel Ribéron, donc Eric qui est décorateur, Sarah au milieu, Pierre-Luc, Sophie et moi.
En dessous, il y a Guillaume Laurin et Hélène Frieren. Alors Guillaume Laurin a participé avec moi sur le storyboard, donc on a repris les dessins prédécoupés à 6 clics avec Pierre-Luc et on les a. Là, cette fois, on est passé sur l'ordinateur. Hein. Mais on a utilisé l'ordinateur de manière multiplane aussi, c'est-à-dire on s'interdisait d'avoir plus de 4 ou 5 calques, étant donné qu'un calque, pour nous, c'était une vitre. Et déjà d'avoir une réflexion, en fait, au moment du storyboard, on avait déjà aussi une réflexion du tournage multiplane, en fait. Et Hélène Frieren, qui réalise en ce moment la série Les Mères Anonymes, et qui avait fait les Arioles et j'en oublie, et qui a participé au projet à ce moment-là sur les voix maquettes. Elle a pris en charge tout l'enregistrement des voix maquettes et des sons maquettes aussi. Donc elle a travaillé sur l'animatique. Voilà. On peut citer aussi Camille Rossi, il y a plusieurs... Camille Rossi, qui est responsable de l'équipe Pantin. Lionel Kerjean, qui est premier assistant, avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps avec Georges Sifianos, qui est dans la salle, sur les films de Michel Oslo. Donc quelqu'un qui connaissait aussi le papier découpé. Et j'avais été son assistant à l'époque. J'étais un tout jeune assistant Pantin. Et puis qui j'oublie encore, Christophe Gautry. Oui. Voilà. Très bien. On peut regarder une petite présentation de l'équipe qui avait été faite aussi au moment du teaser. C'est ça. Alors juste, je précise que ce petit film que nous avions fait, j'avais demandé à l'équipe de le faire en disant ça va être super bien parce que quand on présentera le film, on pourra montrer ça dans les écoles. Alors ça a un ton un peu école. Et en fait, quand on l'a présenté au Cartoon Forum, enfin au Cartoon Movie, pardon, il y a plein de gens des chaînes qui sont venus me voir en me disant bah ça y est, on a tout compris comment ça marche. Alors j'espère que pour vous ça fera pareil, mais il a un côté un peu didactique, mais il est très efficace. Alors on vous présente. Pierre-Luc Grangeon, co-scénariste et co-storyboarder. J'écris le scénario avec Antoine, c'est une étape qui dure plusieurs mois. Ensuite, nous passons au storyboard. On dessine chacun de notre côté un morceau de séquence, puis on compare les résultats et on choisit la mise en scène la plus adéquate au propos du film. Sophie Rose, auteure graphique des personnages. Je commence par dessiner les contours des personnages sur des calques, en pensant bien à différencier toutes les parties pour qu'elles puissent être animées. Je choisis des papiers et des tissus pour les vêtements que je contre-colle sur du papier noir rigide. Pour les mésanges, j'ai fabriqué les différentes phases d'ailes en fonction de l'animation d'Antoine. Samuel Ribéron, auteur graphique des décors. J'ai principalement utilisé des feuilles de couleur et sur lesquelles je viens rajouter un petit peu de crayon pour rehausser des tons ou marquer des ombres et des lumières. Et puis j'utilise aussi des imprimés sur rhodoïde de vieilles gravures. J'installe ensuite les décors sur le banc-titre multiplan. Sur chaque niveau de vitre, je place un élément de décor ou alors un personnage. Sarah Sponga, chef opérateur. J'installe la caméra en plongée au-dessus du banc-titre. Et puis ensuite, on choisit le cadrage et la profondeur de champ. Ensuite, j'installe des projecteurs de manière à éclairer chaque niveau séparément. Après, avec la lumière, on cherche l'ambiance du plan. On règle les niveaux lumineux, les contrastes et puis aussi les couleurs. Antoine Lancio, réalisateur et animateur. J'anime image par image à l'aide d'outils simples, parfois directement avec mes mains, afin de ne pas abîmer les personnages. Les pantins articulés permettent une animation précise. C'est un travail minutieux et délicat. Pour mieux contrôler le résultat, au fur et à mesure du tournage, je m'aide d'un retour vidéo. Christophe Gautry, chef compositing. J'assemble les différentes couches de l'image pour donner l'aspect final. Certaines choses ne peuvent pas être réalisées lors du tournage, par exemple la pluie ou les effets spéciaux. Loïc Burkhardt, je fais le sound design. Je fais une recherche pour trouver tous les sons qui vont me servir. Ensuite, je passe au montage des ambiances et des effets. J'enregistre des voix. Lucie ? Lucie ? J'enregistre des bruitages pour que l'on comprenne bien l'histoire que l'on est en train de nous raconter. On va pouvoir parler de fabrication, même si évidemment la fabrication se fait au regard de l'écriture, on ne l'oublie pas, en commençant là par les personnages et par les pantins.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, par exemple, du travail qui a été fait avec Sophie Rose, justement, sur l'évolution du graphisme des personnages? L'évolution graphique des personnages, en fait, c'est des allers-retours entre elle et moi sur le choix des personnages, sur le choix des couleurs, sur le graphisme et l'âge, et les silhouettes. Donc c'est un travail qui s'est fait aussi sur un temps long, parallèlement aussi au travail d'écriture, parallèlement au travail de storyboard. Donc on s'est vu sur plusieurs années, en fait. Ensuite, en ce qui concerne la fabrication, en fait, la fabrication des pantins s'est fait à 2 lieux, et c'est pas complètement terminé parce qu'il reste encore de nombreux pantins qui sont en cours de fabrication actuellement à Folimage, mais une partie s'est faite à JPL Film à Rennes, et l'autre partie à Folimage, donc à Valence, et à peu près 6 personnes à Rennes pendant 4 mois, et à peu près autant à Folimage. Enfin, il y a eu des allers-retours, des départs et des arrivées. C'est un travail hyper artisanal, en fait, comme vous pouvez le voir sur ces photos, avec, à partir des modèles sheet qu'on a vus précédemment, les personnages sont déclinés à des échelles différentes, selon les plans larges, plans moyens, plans serrés, gros plans. Et en plus de ça, chaque personnage est fabriqué sous un turn, comme les modèles sheet, sous tous les angles. Et en plus de ça, ils sont fabriqués avec des couleurs de nuit et des couleurs de jour. Et des fois avec d'autres vêtements aussi. Donc là, on arrive à peu près on en parlait tout à l'heure, parce que les chiffres, en fait, j'essaye de pas trop me planter, mais c'est assez dingue. Environ 2000 personnages et accessoires, du coup. Sont fabriqués voilà. Ouais. Et ils sont ainsi, ce qu'on voit ici, rangés scrupuleusement, comme ça, étiquetés, nommés au dos. Et chaque personnage aussi est peint ou contre-collé de noir au dos. La même chose pour les décors d'ailleurs, parce que comme ça va être posé sur des vitres, on essaie d'éviter au maximum tous les reflets de couleurs sur les vitres du dessous. Donc tout est contre-collé en noir ou peint en noir au dos. C'est un travail de malade, en fait. Mais c'est vraiment, c'est fou. Et les gens qui viennent visiter le studio, à chaque fois, ils n'en reviennent pas, quoi. Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure que l'équipe qui s'occupe spécifiquement des pantins, c'est 6 personnes à peu près, c'est ça. Et c'est une cadence. En même temps, en plus, il y en a chez JPL, et c'était une cadence de 8 pantins par semaine. Ouais, c'est ça. À peu près, voilà. Ouais. Donc vous vous rendez un petit peu compte de fait, l'enjeu. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est un travail vraiment méticuleux, parce qu'il y a tous les éléments à faire, donc à découper, dessiner. Il faut aussi colorier le contour pour qu'on ne voit pas le blanc. Et puis après, il faut tout assembler, voilà, pour que ça coulisse, pour que ça s'articule, tout ça. Voilà. Et l'articulation des pantins, c'est des choses qu'on a pu expérimenter sur les précédents courts-métrages qu'on a vus tout à l'heure. C'est des techniques mélangées. Il y a plusieurs techniques d'articulation qu'on n'a pas inventées. On n'invente rien, là, encore une fois. Tout est emprunté. C'est juste qu'on essaye d'améliorer avec les matériaux d'aujourd'hui, qui sont très fins, le plus fin possible, pour éviter les ombres portées et les ombres propres. Et en tout cas, on essaie de gérer au maximum ces ombres. Voilà, et que dire d'autre sur ce travail? C'est un travail d'horloger, en fait. Les personnes qui font ça, c'est vraiment de l'horlogerie. Là, il y a un exemple d'animation sur la fabrication d'une petite vache, donc petite échelle pour les plans larges, pour vous donner un peu une idée. Donc après, là, les personnages après sont peints, sont rehaussés, matirés. Il y a des textures, comme vous avez pu voir. Ouais, là on voit bien, ça marche bien. Ça a été fait à Rennes. Voilà, c'est une petite vidéo qui nous a été envoyée au moment de la fabrication de cette vache. Et comme ça se passe à la campagne, forcément des vaches, il y en a plein, quoi. Alors moi je vais peut-être vous parler du décor. Du coup là on a sélectionné un décor qu'on va suivre du bord. Le décor 870. C'est ça, 870 de la ferme qu'on voit beaucoup. C'est un des principaux lieux du film. Et donc on va le suivre du board jusqu'à la réalisation du décor final. Donc là on a les recherches d'Antoine
tout d'abord. Et puis ensuite, à partir de ça, du coup, il a fait le board et ensuite le layout, du coup. Et tout ça, c'est des documents, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tu as fait beaucoup de recherches. Il y a un carnet de croquis très fourni et très précieux pour nous, parce que du coup, il y a des choses qui sont dessinées un peu rapidement pour faire les layouts, parce qu'on n'a pas forcément le temps pour faire du détail. Mais du coup, ces éléments qui sont dessinés rapidement, qu'on ne voit pas très bien, des fois, qu'on ne relit pas très bien, on peut les retrouver dans tes carnets de dessin. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est chouette. Et là, on voit aussi, alors une partie, on va passer très rapidement là-dessus, mais l'image du milieu, c'est une image tirée de Storyboard Pro. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque calque correspond à une vitre. Et après, la photo de gauche qu'on voit avec, enfin gauche, non droite pour vous, avec les ciseaux, en fait, on voit il y a des notations de layout. En fait, c'est le numéro du plan, le SP1, donc c'est un sous-plan 1, focal 50 mm, vitre 1, et la hauteur de la caméra à 1 mètre. En fait, chaque niveau, on a créé des algorithmes avec Christophe Gautry, qui est aussi mathématicien, et qui a fait des scripts. Et donc on a, en fonction de la focale, on sait exactement à quelle taille on doit imprimer tel élément de décor. Et les décorateurs reçoivent, comme on voit tout en bas, c'est-à-dire les éléments imprimés à l'échelle. Voilà, du coup, pour commencer un décor, on a cette pochette avec les layouts imprimés à taille réelle. Donc c'est vraiment notre point de départ pour faire le décor. Et à partir de là, on prend plein de papiers, on les découpe, on les assemble et ça fait un décor. Ah bah super. C'est simple en fait. Je veux juste préciser qu'en fait le layout c'est au format, c'est-à-dire qu'on a acheté une tireuse de plans d'architecte pour pouvoir sortir tous les formats, les layouts au bon format. Donc tout est préparé au format. Oui, parce que la focale forcément elle est conique. Donc la vitre du haut c'est un cadre un peu petit, puis plus on descend et plus le cadre est grand. Donc chaque décor en fait pour un décor c'est 4 à 5 décors, quoi, en fait, voilà, selon les niveaux de vitres. Alors, du coup, je peux peut-être parler de la durée de fabrication. Donc, normalement, on doit faire un décor par jour. Mais effectivement, quand il y a plusieurs niveaux et en fonction de la complexité ou de la taille du décor, ça peut prendre plusieurs jours. Voilà. Je vous parle de taille du décor parce qu'en général, les décors sont quand même assez grands, ce qui demande une implication physique réelle dans le décor. On est vraiment dans le décor, quoi. Voilà, pour vous donner une idée, moi j'ai fait un travelling qui fait 2 mètres de long. Voilà, donc je fais 1m62. Voilà. Alors voilà, donc je vous disais, on découpe des papiers, on les assemble et ça fait un décor. Là, on voit Sam du coup qui a travaillé en amont, qui a fait des recherches couleurs. Les décors de référence en fait. Voilà, et donc ce qu'il faut savoir c'est que le papier découpé c'est super, mais il y a quand même une contrainte énorme, c'est qu'on est limité par le nombre de couleurs. Je vous ai amené là, le nuancier. Donc on a tous les papiers Canson à notre disposition, il y en a pas mal, mais ça reste quand même assez limité, quoi. Donc, Canson parce qu'on est partenaire en fait. Ouais. Ah oui, on n'en a pas parlé encore. On n'a pas. Voilà, le nuancier, voilà. En fait, ça c'est une palette Photoshop créée à partir de la gamme colorée de Canson, à partir du nuancier Canson. Voilà. Donc en fait, toutes les recherches couleurs réalisées par Samuel Ribéron ont été faites avec cette contrainte d'utiliser uniquement ces couleurs-là. Alors après, on va voir que en fait, la palette elle s'élargit grâce à la lumière. Ça, Sarah pourra mieux nous l'expliquer après. Mais là, c'est ce que vous voyez, c'est ce partenariat avec Canson nous a permis, pour une raison économique, en fait, de pas créer des couleurs, mais d'utiliser des couleurs existantes. Ça fait déjà gagner beaucoup de temps. C'est vrai que Sam il était coincé avec la palette couleurs là, sur Photoshop et quand il faisait ses recherches, à un moment on a eu une discussion et du coup on est passé par des fils dans Photoshop, etc. pour essayer de simuler ce que ça rendrait sur le plateau avec la lumière pour un peu aller un peu plus loin dans les recherches. Et après pour se dire c'est bon, on peut faire avec ces couleurs-là de Canson qui sont limitées parce que derrière on va faire ça et ça. Donc tu disais, tu as le layout d'un côté, les recherches couleurs de Sam. Ouais, c'est ça. Les rêves couleurs. Pardon. Les rêves couleurs. Aussi, oui, il a fait des décors de référence, du coup, pour... voilà.
Donc lui, il a fait des recherches sur ordinateur, mais il fait aussi des recherches en papier découpé. Si on peut juste revenir l'image encore avant, voilà. En bas à droite, du coup, c'est ce qu'on appelle une pochade découpée. Et ça peut nous arriver du coup d'avoir besoin de faire des recherches de couleurs très rapidement. Donc on prend directement des petits bouts de papier et on assemble comme ça pour voir si ça fonctionne. Parce qu'une autre des contraintes du coup de ce projet, c'est que comme il y a différents niveaux, on ne voit jamais notre décor en réel, quoi, parce que du coup il y a une question d'espace, de profondeur entre les différents niveaux. Et donc voilà, ça peut nous permettre de savoir un petit peu où on va. On a une super collection de pochades comme ça. On les met dans des classeurs parce que c'est vraiment trop beau. D'ailleurs, on en a amené quelques-unes, si vous voulez à la fin, voir à la fin. Voir des originaux de pochades et de recherche graphique. Donc, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter, en fait, pour casser le côté très brut du papier qui nous plaît, mais qui peut être un peu lassant à la longue, on rajoute des gravures imprimées soit sur papier, comme on peut voir là, soit sur rhodoïde, sur transparent, j'en ai amené aussi, du coup, qui vont permettre d'amener des choses vraiment très, très dessinées, voilà. Et ça va amener un peu de détail au décor. Et puis la bombe aussi, la brosse à dents. Alors voilà, la bombe qui va venir, alors je ne sais pas si on voit bien. Oui, on peut voir en bas là, du décor, il y a de la bombe verte. Donc ça va permettre de créer des ombres et des lumières et effectivement de décrocher les niveaux les uns par rapport aux autres. Et bon, ça permet de contourner la contrainte de la gamme de couleurs limitée, du coup aussi. Plus les rehausses au crayon de couleur, comme on a vu tout à l'heure dans le petit documentaire, des petites rehausses à la brosse à dents, des collages, parfois quelques textures aussi. Ça, c'est l'exemple du décor, toujours le décor 870. Voilà, qui donc là est fini. Alors Sam nous avait donné comme consigne de vraiment partir du papier, ce qu'on est les masses de papier découpées, mais du coup après d'amener des détails avec le crayon. Donc le crayon, c'est pas notre outil principal, on va juste l'utiliser pour apporter un petit peu de détails. Donc on voit notamment certaines feuilles qui sont uniquement dessinées. Voilà, donc ça va rajouter un peu de détails. Ce qu'on avait pu voir dans le making-of d'ailleurs, hein, à plusieurs moments. Alors là, c'est du coup des photos des véhicules et des accessoires. Alors certains véhicules ont des roues qui tournent. C'est génial. Ça fascine les enfants qui viennent visiter les ateliers. Mais la contrainte qu'on a avec les véhicules, c'est de bien les adapter à l'échelle des pantins. Et comme on a des pantins à toutes les échelles, eh bien, les véhicules aussi. Et pareil, les véhicules avec des couleurs jour, des couleurs nuit. Et puis aussi, il y a les contraintes de la mise en scène aussi, parce que tout le film, même si c'est du papier découpé, c'est pas un film qui va être avec une mise en scène frontale, avec des plans séquences. C'est très cinématographique. C'était aussi un choix et un parti pris de faire un film en papier découpé avec un langage cinématographique sans se contraindre dans la mise en scène. Et c'est à nous, après, techniciens du papier découpé, de rendre ça possible. Bien sûr, on a des astuces dans la mise en scène, mais des fois, on ne les a pas et on est contraint de fabriquer des axes, des perspectives, des choses comme ça qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas faire autrement. Et ce que je voulais juste rajouter, Colline, c'est que, en fait, ce qu'on voit sur les photos, c'est que les décorateurs, c'est un travail qui se fait debout. En fait, en atelier, en fait, il y a 9 décorateurs. Les 9 sont debout et les 9 personnes, en fait, se communiquent et regardent ce qu'ils font. C'est un peu comme tout à l'heure, je parlais du pré-découpage avec Pierre-Luc, mais là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, en fait, ils se passent les papiers, ils se passent les ciseaux, ils ont besoin de la colle, ils ont besoin du scotch. Et donc, il y a aussi une implication physique qui rend aussi ce travail vraiment très particulier, en fait. C'est-à-dire que la relation humaine est aussi un facteur qui rentre beaucoup en jeu dans la fabrication du film. Et ça résonne, encore une fois, avec l'écriture. On revient à l'histoire. Un exemple d'une mini-pelle articulée.
Avec des systèmes de coulisses, du coup, que Simon Là, Simon, qui a réalisé cette mini-pelle, était très fier. C'est pour ça qu'il l'a filmé. Hein. Pour nous montrer... voilà. Donc c'est Simon qui a réalisé les tracteurs, les mobylettes. Parce que comme c'est un paysage, comme c'est un territoire, et ben en fait, ça permet aussi ça. C'est-à-dire c'est aussi un film de déplacement. Ce matin, j'entendais sur Toby Ness et j'y pensais, mais on a aussi cette carte géographique. On a fait avec Pierre-Luc énormément de plans, de cartes, et pour aller d'un endroit à l'autre, comment on y va, comment on revient, ces allers-retours, et et donc les véhicules sont aussi des éléments de mise en scène et qui racontent aussi beaucoup de choses sur l'histoire, sur les personnages. Mais on revient à cette question de la vraisemblance et du souci du détail. Ouais. C'est ça. Ouais, donc on est monté dans des tracteurs, on a fait des trucs. Voilà. Alors là, on voit un petit peu comment stocker tout le matériel, le papier. Donc on a fait, comme l'a dit Antoine, un partenariat avec Canson qui nous a livré 700 kilos de papier. On a tout installé au 3e étage du palais. Alors avant, on a fait des tests de solidité du plancher, parce que je me suis dit, si jamais le plancher, le poids fait tout tomber, parce que c'est 700 kilos, c'est le papier, mais après, il y a toutes ces étagères qu'on a installées au 3e étage aussi. Et j'ai demandé à ce qu'on teste un peu le sol, de façon à qu'on ne traverse pas sur ceux d'en dessous qui étaient en train d'animer une série quand même. En fait, voilà. pour ceux qui ont connu l'animation 2D d'avant les ordinateurs, c'était comme ça. En fait, il y avait des étagères, il y avait des pochettes, et tout était classé, rangé, numéroté, répertorié. Donc voilà, on retrouve ça aussi ici. Avec les travelling, on voit là en bas à droite les étagères fabriquées spécifiquement pour les travelling. Les travelling de 2 mètres, du coup. Voilà. C'est ça. Et quand on a sondé... il y a 825 plans, pardon. Je t'en prie. 825 plans, 825 pochettes. À 4 niveaux. Voilà. Et quelques réhutes. On a une étagère de réhutes. Et on a aussi un couloir qu'on ne voit pas sur les photos, mais qui accueille tous les véhicules. Et tout le matériel après, il y aura le matériel du shoot, du tournage. Alors juste quand on a sondé, en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un trou, ce qui fait que ceux qui animaient en dessous ont vu d'un seul coup. Alors arrivé dessous du plâtre, ils étaient complètement affolés. Et puis ça tient pour l'instant. Et maintenant qu'on a les pantins, les décors, se pose évidemment sur un tournage en animation en volume la question de la lumière tout simplement et du shooting. Voilà, pour l'instant on en est vraiment à l'étape de préparation. Donc on a fait des recherches de lumière et aller jusqu'au laboratoire pour voir tout le processus de prise de vue, comment on allait faire. Donc là on peut voir le banc titre qui est le même que celui qu'on avait sur Neige et qui était aussi celui qu'on avait vu dans le teaser. Et ce qu'on a changé par contre après, c'est tout le système pour tenir la caméra, parce qu'Antoine il a mis beaucoup de travelling dans son film, ce qui est assez... C'est les paysages. Voilà, pour des challenges, il aime bien faire des choses, se mettre un peu en danger. Et voilà, donc on l'a suivi, on en a supprimé pas mal, mais il en reste quand même 100, une centaine qu'on va faire, qu'on va tourner pour de vrai. Parce qu'après, il y en a quelques-uns qui seront faits au compositing. Du coup, là, on peut voir le travelling, un slider qu'on pilote avec ce stop motion. Donc, il y a une position verticale pour tous les plans où on avance. Avec, on peut voir sur la caméra, du coup, il y a le follow focus pour suivre le point. Et puis, sur l'image en bas au milieu, on peut voir le travelling vertical, le travelling horizontal. Donc là, il est placé sur un petit banc titre, mais c'est vrai que pour les travelling qui font 2 mètres, on aura un banc titre plus long et du coup, on pourra suivre les plans. Et sachant qu'au début, quand on a commencé le layout, on s'est dit, tiens, il faudrait des travelling de 12 mètres. Et donc, voilà, donc on a revu aussi tous les systèmes d'échelle, etc., pour aussi garder ces plans-là et de les faire autrement. Non, c'est vrai qu'en fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est aussi une préoccupation qu'on a eue à la fin du tournage de Neige dans l'équipe. On était dans une frustration d'avoir un film qui ne restituait pas vraiment ce qu'avait été notre travail et l'implication du travail en papier découpé. En fait, l'image était presque trop léchée. Voilà.
j'ai envie de dire. Donc on s'est dit, si on refait un film, il faut vraiment qu'on assume complètement. C'est du papier découpé, et on va l'assumer, assumer les textures, assumer les découpes, assumer les ombres, assumer les imperfections qui font qu'il y a de l'humain derrière. Et puis que cet humain en fait, vienne résonner avec l'histoire. Oui, puis on aime bien ça. Donc, oui. En fait, sur Neige, on avait shooté les décors et on les avait assemblés sur l'ordinateur. Donc, c'était pour des raisons de production, de coûts de production. Et on les avait assemblés et éclairés sur ordinateur. Et du coup, quand on est sur l'ordinateur, on enlève, on a vraiment cleané. Et après, on avait ce regret-là de ne plus voir quelque part que c'était du papier. Et là, on regarde un peu les défauts, enfin, ce qu'on pourrait dire des défauts. Et on se dit, on aime ou on n'aime pas. Et donc voilà, on se met d'accord un peu sur ces ombres-là, on les aime bien. Et puis celles-là, par contre, on évite. Voilà. Donc il y a les ombres, il y a les reflets, il y a les traces, les traces humaines. Les traces, les poussières. Et là, du coup, on peut voir les recherches de décors mis en lumière sur le plateau. Sachant qu'il y avait... en fait, sur tous les décors, quand ils sont en nuit, Samuel il les a refaits. On a choisi en papier. En fait, c'était aussi quelque chose qu'on avait vu sur Neige, c'est que un décor jour et qu'on éclaire sur le plateau en nuit, le papier il réagit mal par rapport à, par exemple, en volume. C'est le même décor, on l'éclaire en jour ou en nuit, ça fonctionne très bien. Mais sur la texture du papier, éclairé avec plus de bleu ou plus assombri du papier, ça lui rend pas hommage. Et du coup, il y a aussi cet effet de nuit qui peut devenir un peu grise. Et voilà, et Samuel, il était attaché aussi, on était tous attachés à garder de la couleur dans la nuit, et du coup que ce soit autre chose au niveau de la couleur. Donc là, on peut voir d'autres décors, et puis je vais vous montrer les petits... ok. Hop. Voilà. Par contre, je fais pause. Pardon. Alors, du coup, là, on peut voir... je reviens juste au début. Ça marche. Je suis là. Désolée. Sinon, on regarde tout. Je vais parler très vite, on va regarder en temps réel. Et je vais parler très vite. Monsieur la technique m'avait dit que ce n'est pas une bonne idée de mettre des vidéos. C'est bon. Donc là, on voit la recherche de Samuel. Là, c'est quand on installe le décor sur le plateau. Et il y a les différentes étapes d'éclairage pour arriver du coup à l'éclairage final. Et après, on fait l'étalonnage et le compositing. Et du coup, là, c'est sur un autre décor. On voit la recherche de Samuel. Là, c'est... Oh, je vous laisse pour... Ça va trop vite. On n'arrive pas à mettre des pauses. Ouais, c'est pas grave. Sinon, on regardera autre chose. Mais du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que Samuel, on part toujours des recherches de Samuel qu'il a fait sur Photoshop en partant de la base des cançons. Après, ses recherches avec la lumière simulée sur Photoshop, et c'est toujours notre base. Et après, on installe sur le décor sur les 4 niveaux. Et souvent, ça n'a rien à voir. Donc, il y a tout le travail de lumière. En fait, pour moi, c'est de retrouver ce qu'on cherche et ce qui... Une image aussi, on parlait des images préexistantes, et c'est un peu ça, de retrouver ces images qui ont déjà été inventées, on va dire, par Samuel, ces ambiances qu'on a discutées aussi avec Antoine, et du coup, on recherche ça. Et aussi, il y a des choses qui peuvent apparaître, des surprises ou des... Ah bah tiens, on pourrait... changer un peu des petites choses. Il y a des choses qu'on avait prévues, mais par exemple des nuages qu'on a enlevés, ou des arbres qu'on a changé de niveau. Ou, voilà, ça c'est tout le travail de plateau, et c'est là où j'interviens par rapport à
à quelque chose qui est déjà très préparé, très pensé. Et, mais jusqu'au bout, en fait, on se garde la liberté, effectivement, de s'autoriser à recomposer l'image, si on le souhaite, à enlever des éléments, à changer la lumière, à chercher d'autres choses. En fait, c'est aussi ce que permet la stop-mo. Et là, on peut voir là sur cette petite vidéo, c'est... Elle passe pas ? Elle passe pas. Des tests... Est-ce que vous voyez, tout ça, c'est vraiment des tests. Hein, c'est très brut. Hein. Ça passe pas. Ah aussi, moi. Là, c'est par exemple, autant on a fait le jour et la nuit avec des décors différents, mais pour la pluie, à partir du même décor, on change. Par exemple, si vous regardez l'arrière-plan, quand on va passer sur une séquence pluvieuse, voilà, on a changé uniquement le background et on a fait de l'étalo et en interne, et aussi après, là, il y a un travail de laboratoire sur ces images-là. Oui, sachant qu'en plus, ce que tu disais en préambule, on disait que bon, la campagne et le contexte de la ruralité avaient son importance, c'était un personnage à part entière. La question de la météo aussi dans le film est à son importance. Oui, là on le voit, oui. Oui, la météo, c'est un film qui aurait pu s'appeler Pluie, hein, parce qu'il y a le dernier tiers du film qui est sous la flotte. Et bien sûr, ça va résonner avec l'histoire. Ouais, après, c'est vrai que c'est des choses moi, que j'explore aussi dans mon travail d'écriture et de réalisateur, c'est-à-dire de donner une place importante au paysage et à la temporalité, pardon, que ce soit la météo, mais aussi le temps des séquences, du récit. Je suis assez précis là-dessus, en fait, c'est même un peu obsessionnel. Oui, et puis du coup, il y a toujours plein d'ambiances variées, etc. Au niveau de l'image, de la lumière, c'est déjà tout écrit. Tout, à la fois dans la durée de la journée, parce qu'il commence, on va du matin au soir, donc on a toutes les ambiances, et puis à la fois dans tous les effets météo qui enrichissent. Et avec Samuel, c'est juste des fois, quelque part, si par exemple il y a de nuit ou des choses qui se répètent, c'est comment on le travaille un petit peu différemment, lui au graphisme ou à la lumière pour éviter les répétitions. C'est-à-dire après, ça découle forcément, cette temporalité, et cette météo, ces paysages influencent fortement les couleurs. Et ça rejoint un peu la discussion qu'il y a eu tout à l'heure, le débat sur la couleur. Et en fait, c'est comment raconter aussi les émotions des personnages dans ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que les ambiances, la mise en scène, tout participe à être au plus près du personnage, enfin de ce que le personnage va vivre, va éprouver, va ressentir. Et voilà, ça c'est des choses, encore une fois, j'invente pas, quoi. Mais c'est ça qui je trouve est assez profond en fait dans le film et dans le parti pris, que ce soit dans la tonalité du film, enfin le genre qu'il explore, enfin les genres pour l'occurrence il y en a plusieurs, et la technique, c'est-à-dire qu'il y a cette technique de papier découpé qui est une technique, comme tu dis, qui est une prise de risque, qui est une technique aussi fragile. Enfin le papier c'est quelque chose de très fragile. On a ce personnage là qui en tout cas avance dans son récit, mène cette enquête, etc. Il y a une forme de fragilité, beaucoup de sensibilité aussi, d'émotion dans ce récit-là, dans cette quête-là, cette quête familiale, dans le rapport aussi des personnages les uns avec les autres. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une cohérence qui est très globale, c'est-à-dire que le fond et la forme se nourrissent, il y a une cohérence entre les deux. Oui, ça résonne tout le temps, en fait. Exactement. Tout le temps. Il y a sans cesse des échos comme ça qui se font entre l'image et l'histoire, entre le conscient, l'inconscient, encore une fois. Et puis ce qui est intéressant aussi dans cette prise de risque, c'est qu'en fait, on ne sait pas à quoi ça va ressembler au final. On n'a pas de référence, on n'a pas d'équivalent. Il y a eu de nombreux films en papier découpé, il y en a plein qui se font, et tant mieux. Mais sur un format aussi long, avec une histoire unique, en fait, la surprise, vous allez la voir, et nous aussi. On ne sait pas trop où on va.
En fait, on ne sait pas ce que ça va faire comme objet Ce cinématographique. qui vous pensez bien est très rassurant pour un producteur. C'est donc. super, hein. Ben, après, moi, je fais aussi confiance en mon intuition et puis confiance aussi aux gens qui m'entourent. C'est aussi un travail collectif. Vous avez compris en fait que cette équipe des Mésanges, c'est l'équipe de Neige, c'est l'équipe des Léons, qui se connaissaient même déjà avant sur la série Hilltop. Mais en fait, c'est ce travail qui est un travail collectif, humain, d'échange, d'amitié. Je compare souvent ce qu'on fait à un travail d'une troupe de théâtre. En fait, on s'est retrouvés là pour jouer un spectacle. Et puis des fois, on se sépare, mais on se retrouve et on joue un autre spectacle. Là, en ce moment, voilà, on joue ce spectacle-là. Et c'est le secret des Mésanges. Et puis j'espère que la surprise va être belle, quoi. En fait, c'est quand même ça le plus important, c'est de faire une belle histoire, une belle image, voilà, et que tout ça, tout ça trouve un sens, quoi, et résonne avec le public, avec nos émotions, avec nos sensations, nos sensibilités. Et pour la production, en réalité, on est assez confiant parce qu'on se connaît depuis très longtemps et on sait qu'ils s'entendent tous, qu'ils se connaissent particulièrement bien, qu'ils savent quels sont leurs territoires de compétences et que tout ça se passe bien. En fait, on a la sensation un peu d'être en famille. On se connaît, on sait que ça marche. Tout le monde est confiant et nous aussi. Je pense que c'est ce qui a guidé l'envie de partir avec vous. C'est sûr qu'il y a une chouette ambiance. Hein, on rigole beaucoup. Mais on s'entend tous bien. Et c'est vrai que le fait de se connaître depuis longtemps, ça permet d'être assez efficace et d'être en harmonie, en fait, dans nos différences. Alors moi, je vais parler un petit peu des partenaires, parce qu'autour de ce projet, il y a eu notamment le partenariat avec Canson, qui est un partenariat qu'on mène depuis pas mal d'années, Folimage et Canson. Mais là, Canson nous a fourni vraiment tout le papier, comme du mécénat, en fait. Tout a été fourni, toute leur gamme de couleurs. Et ils sont venus nous voir, en échange de quoi on publie de temps en temps, si vous suivez un peu notre actualité, des vidéos dans lesquelles chacun raconte son métier, sa façon de voir le film. Et donc on a noué des liens, ils doivent venir nous voir bientôt. Alors c'est aussi géographiquement, c'est une société locale en fait. Canson est basé à Annonay, qui est juste à côté de Valence. Ardèche. Et le deuxième partenariat qu'on a mené, ça c'était un partenariat auquel tenait particulièrement Antoine, c'est un partenariat avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, parce que peut-être tu peux expliquer ces Alors photos. en fait, ce partenariat s'est fait grâce à un ami archéologue qui est dans la salle d'ailleurs, qui s'appelle François Caligny de La Haye. Et en fait, François, je l'ai rencontré dans un festival d'animation à Dives-sur-Mer, Dracartoon, et je lui ai parlé de ce projet au moment où j'étais dans l'écriture, et je lui ai dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir ton retour, d'avoir ton point de vue sur les scènes qui mettent en scène les archéologues, leurs outils, leur dialogue. Voilà, et donc on a échangé assez tôt dans le processus d'écriture en fait, et François a fait des retours, et puis à un moment François a eu l'idée un peu farfelue de me mettre en contact avec la maison mère, l'INRAP à Paris, et ça nous a permis en fait de créer ce partenariat et d'emmener comme ça à différents moments de la fabrication l'équipe. Donc on est allé sur plusieurs chantiers, on a fait 4-5 visites, de chantiers de fouilles. Alors c'était jamais avec les mêmes personnes. Il y avait des fois un décorateur, des fois quelqu'un qui travaillait au Pantin, des fois c'était Sarah aux Lumières, des fois c'était l'ingénieur son Loïc. Et chaque fois c'était aussi des échanges, des rencontres avec ces métiers qui étaient complètement éloignés du nôtre, mais ça nous a permis de prendre des photos, de faire des croquis, de noter des choses, de retenir des choses, de garder des émotions encore. On a participé aussi aux Journées européennes de l'archéologie. Ça fait deux ans qu'on participe à ces journées. Donc on a eu du public qui est venu visiter. On avait mis en place tout le process de fabrication. Antoine et Colline étaient là pour montrer aux visiteurs comment ça fonctionnait. Les enfants leur avaient mis un petit atelier, papier découpé, comment animer les personnages, etc. Ouais.
C'est vrai que le papier découpé avec les enfants, ça marche direct. Ça marche très bien. Ils sont connectés direct. Parce qu'on utilise les mêmes outils qu'eux, en fait. C'est des crayons de couleur, des ciseaux, de la colle, de la pâte à fixe. Et ils reconnaissent, ils voient très bien ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a un parallèle. Quand les enfants font du papier découpé chez vous, ils en mettent partout. Eux aussi, ils en mettent partout. Et tous les vendredis soirs, vas-y. Tous les vendredis soirs, on fait le ménage. Oui, parce que je leur demande de ranger leur chambre, parce que c'est vraiment pas possible. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez ludique. Et en même temps, quand on les voit découper le papier, ils ont une dextérité assez incroyable. Il y a une personne qui récupère les chutes et qui fabrique du papier avec les chutes, d'ailleurs. C'est marrant. Alors, la présentation touche à sa fin. Il y a plusieurs éléments qu'on n'a pas abordés. Bon, déjà, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la question de la lumière, mais petite frustration à cet endroit-là. La question, évidemment, du bruitage, la question de la musique. Donc, j'en suis désolée. Mais comme ça vous permet d'avoir au moins 4 minutes, c'est ça ? Oui. Pour poser des questions si vous en avez. Ah bah voilà, il y en a une déjà. Allez, vous faites passer le micro. Merci. Quid des travelling en papier de 2 mètres ? Parce que on en a déjà fait à l'école, etc. Et c'est un enfer en multiplan. Ça bouge beaucoup, etc., etc. Comment on fait, en fait, vraiment, juste ? Toi, Sarah ? Pour l'instant, on n'a pas fait, en fait. C'est une bonne question. Non, alors après, comme disait Antoine, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais, du coup, quand même, on essaie de préparer un maximum. On borde toutes les choses. Par contre, par exemple, sur Cœur Fondant, on avait déjà fait des travelling de 2 mètres. Donc, on a déjà cette expérience. Après, c'était un éclairage différent parce qu'on était en rétro-éclairage et qu'il n'y avait que deux niveaux. Après, on va être aidé au compositing. Donc, on va faire tout ce qu'on peut sur le plateau. Et ce qu'on ne pourra pas, comme les travelling de 12 mètres, on fera au compositing. On se donne cette chance de faire pour de vrai. Et aussi de toujours, voilà, avec le compositing, on essaie toujours d'abord faire pour de vrai et après de mélanger. Et c'est toujours comme ça qu'on trouve les meilleurs résultats. Plutôt que s'entêter, par exemple, sur le teaser, on avait quand même mis les lumières des mobylettes et tout ça, c'était des vrais, avec des fils, qu'il fallait quand même nettoyer au compositing. Donc voilà, par exemple, là, ça ne vaut pas le coup de faire ce genre de choses. Mais voilà, on essaye... voilà, et après, vraiment techniquement, sur les cas de vitres, donc on peut avoir les problèmes de reflets. Et ce qui va beaucoup nous aider, c'est que l'animation sera sur fond vert, donc on n'a quand même pas l'animation. Donc on peut lancer le travelling, vérifier, se dire ça on le retouche ou pas. Voilà. On vous racontera. D'ailleurs, en termes de calendrier, quand commence le tournage ? Approximativement. Alors, normalement, on a dit qu'on livrait en 2024. Donc voilà, il faut faire un rétro-planning. Ça sera fin 2024. Oui. Voilà, fin 2024, sachant qu'il y a certaines phases de travail qui vont se faire dans d'autres lieux. Oui, alors il y a une partie du tournage qui va être fait en Belgique, à Beast Animation. Oui, dans le studio. L'animation en Belgique va commencer en avril. Après, il y a eu des choses qui ont été faites en Bretagne, comme on l'a dit. Il y a des choses qui vont être dans le Grand Est, aussi une partie en PACA, une partie chez nous. Donc oui, tout est un peu dispatché comme ça. Alors, on espère que tout va En fait, sur la particularité des films en papier découpé, c'est que le temps de préparation est particulièrement long et laborieux. Mais quand tout est préparé scrupuleusement comme ça en amont, en fait, je dis pas que le tournage va très vite, mais en tout cas l'animation va vite. C'est-à-dire qu'on peut animer très vite parce qu'on anime en live, quoi. Et en fait, on a un résultat qui est tout de suite très payant, en fait. Donc on gagne du temps sur l'animation pantin. Oui, en plus, on a mis en place un système. Vous avez vu cette sorte de carton dans lequel il y a tout ce qu'il faut, tout est à l'échelle, etc. On est à combien de secondes jour, Antoine, d'animation ? C'est 6 secondes jour, en fait.
Voilà, ça c'est la moyenne. La bonne on peut aller jusqu'à une dizaine de secondes, une animation de qualité, quoi. Merci. Je me posais une question au niveau de la fabrication. Vous avez montré tout à l'heure une pelleteuse et je me posais la question, comment vous faites pour que la rotation soit aussi fluide? Parce que, et ça, c'est la rotation de l'articulation. C'est ça, l'articulation, ouais. Parce que nous, on n'y arrivait pas non plus au début, mais en fait, on a rencontré des gens qui nous ont donné des ficelles et qui nous ont montré des techniques qui venaient de République tchèque, en fait, qui avaient eux-mêmes éprouvé l'animation papier découpé depuis bien longtemps. Donc nous, on n'a rien appris. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste développer, améliorer des techniques déjà existantes. Et notamment, il y a, sur Neige, on avait un parrain, parce que moi j'aime bien avoir des parrains, des marraines. Je suis comme les étudiants, enfin, j'adore ça. Et notre parrain, c'était Bernard Palacio, qui avait travaillé sur de nombreux films en papier découpé. Et puis un jour, il nous a montré un truc, mais tout con, avec des petits pastilles de papier articulés, etc., qu'il avait appris d'un réalisateur tchèque. Et alors, on a essayé, et puis on a trouvé ça vraiment génial avec Sophie. Et puis c'était tellement simple et tellement économique. Donc on s'est dit, ça c'est parfait. Et puis on s'est dit, mais comment on va l'appeler ce bidule, ce machin? À chaque fois on disait le truc, le machin, le bidule. Et finalement on l'a appelé le palaciote, la palaciote. Donc il ne le sait peut-être pas, je me l'ai dit mais il y a longtemps, mais en tout cas c'est un mot qu'on utilise au quotidien à Folimage, la palaciote. C'est un mot qui maintenant est, voilà, qui vient de son nom de famille, c'est assez drôle. Mais voilà, c'est un élément d'articulation. Après, il y a aussi des aimants. On utilise énormément les aimants, les plaques ferreuses. Avec, pareil, il y a eu beaucoup de tests, de film en film. On a amélioré ce système-là. Et ce sont les principaux éléments d'articulation précise. Après, on utilise aussi de la pâte à fixe pour des animations secondaires, pour des animaux, par exemple. Et la pâte à fixe est intéressante aussi parce que la pâte à fixe génère des accidents dans l'animation. Et j'adore ça. En fait, quand l'animation n'est pas fluide et pas parfaite, c'est pas du tout ce que je cherche. En fait, je cherche à ce qu'on sente aussi l'animateur, en fait. Et puis les accidents, ça rend des choses intéressantes aussi à l'anime. Je voulais juste savoir aussi, au niveau de la poussière, je me posais, ce que je fais de la stop motion avec du papier découpé, mais il y a de la poussière des fois. Vous faites comment? Tout le temps. Eh ben, on fait le ménage tous les vendredis. Ok, d'accord. Non, on en laisse. Hein. Sarah, hein, la poussière, c'est notre... on utilise des gants hein, aussi. Alors en fait, comme l'animation elle est sur fond d'incrustation, les animateurs ils peuvent faire tout seul sur leur plateau. Et du coup, on n'est pas gêné pour ça. Et après, sur les décors, il y a des poussières, des fois, elles sont heureuses aussi. Enfin, à un moment, ça faisait des étoiles dans le ciel et c'était super beau. Donc on a laissé. Voilà, après, on nettoie et puis après, il reste des choses. Voilà, ça fera partie des choses qu'on ne va pas s'entêter non plus à enlever. Après, on a quand même trouvé le produit qui va bien, les petites chiffonnettes. On a tout un protocole de nettoyage avant d'installation, de check. Différents produits, différentes lingettes, Les poussières, elles se voient beaucoup pendant les travelling, en fait, parce que du coup, une poussière, des fois, elle s'intègre dans les décors, on ne les voit pas, et c'est au moment du mouvement où il y a des choses qui apparaissent. Oui, et puis aussi les pliures dans le papier, les traces de doigts, mais ça, on en verra. Ce que je vous propose, parce que le temps avance et on me regarde fixement depuis quelques minutes, je le sens, j'ai la pression. Non, mais c'est que si vous voulez, vous l'aurez compris, le projet est en phase de pré-production, donc en production l'année prochaine. Si vous voulez suivre l'évolution du projet, n'hésitez pas à vous inscrire et à les suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un projet ambitieux, c'est un projet sensible, poétique, plein d'aventures. Enfin, c'est des personnages qu'on a très envie de découvrir dans cette belle facture, parce que c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre que de travailler l'animation en volume, et d'autant plus en papier découpé. Donc Colline Desclides, Antoine Nancio, Corinne Détombe et Sarah Sponga, merci beaucoup d'avoir partagé votre projet avec nous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore très faim, vous allez pouvoir voir quelques éléments qui vont vous montrer qu'ils ont apporté exprès pour l'occasion, donc ne la manquez pas. Bonne continuité de rencontre.